informer. Bravo Télévision, c'est la haute technologie à la portée de vos écrans. Bienvenue sur Bravo Télévision, la télévision de la génération digitale. Tout de suite, le journal. Bonsoir à toutes et à tous, l'heure de vous informer à Bravo Télévision, les titres de votre journal. À Béni, les forums sur la paix s'est clôturé le mercredi 25 février sous la présidence d'Aimé Boji Sankara face à la menace de ZADF. Le président de l'Assemblée nationale ne veut plus de simples discours mais des actions concrètes sur terrain. Et puis, le ministre délégué à la Défense, Eliezer Ntambwe, est descendu ce jeudi à Ndjili. Au centre de sa visite, une vaste concession appartenant aux vaillants militaires à la retraite, aujourd'hui menacés par des occupants illégaux. Une fois de plus, bonsoir. Direction Béni, dans la province du Nord Kivu, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sankara, a clôturé le forum provincial de paix sur la menace des ADF, appelant à transformer les résolutions adaptées à des actions concrètes pour restaurer durablement la sécurité dans la partie Est. Regardez. C'est dans une atmosphère empreinte d'espoir que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sankara Bananuré, a déclaré clos les travaux du Forum provincial de paix sur le ZADF. Avant lui, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Somokakule Varis, avait salué la sérénité et l'esprit des responsabilités qui ont caractérisé les échanges, preuve de l'importance accordée par les participants à la recherche des solutions durables. Désormais, la question des ADF sera abordée non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international, comme une menace contre la paix, contre l'humanité, et donc il faut trouver une réponse appropriée à la hauteur de sa gravité. Durant 3 jours, députés nationaux et provinciaux, sénateurs, forces de défense et de sécurité, autorités coutumières, sociétés civiles et partenaires techniques ont analysé la menace terroriste et identifié les défis structurels qui freinent l'action collective. À la clé, plusieurs recommandations majeures. La mise en place d'un cadre de suivi des résolutions, l'élaboration d'un plan provincial intégré de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le renforcement de la coopération interprovinciale et transfrontalière et un accent particulier sur la résilience communautaire et la prévention de la radicalisation des jeunes. Pour Aimé Boji Sankara, ces résolutions doivent désormais se traduire en actions concrètes. Conformément à la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, notre engagement s'inscrit dans une dynamique nationale et régionale visant la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. À l'issue de ces travaux, nous avons désormais une feuille de route claire. Il nous appartient dès lors de transformer nos résolutions en actions concrètes, mesurables et durables. L'histoire jugera notre capacité à agir avec courage et constance. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de l'Assemblée nationale a appelé à l'unité nationale face à une menace qui dépasse les clivages et exige une mobilisation permanente. Béni, ville meurtrie mais résiliente, ces forums marquent un tournant attendu, celui d'une coordination renforcée et d'une détermination renouvelée pour restaurer durablement la sécurité au Nord Kivu. Politique, on en parle dans ce journal. Réouverture stratégique à l'est de la RDC. Le VPM Jacques Méchabani relance l'autorité de l'État à Ouvira par l'ouverture officielle de la frontière RDC-Burundi, marquant un signal fort de stabilisation des coopérations régionales et de reprise socio-économique dans le sud Kivu. Regardez.
Les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani a procédé le mercredi 24 février 2026 à la réouverture officielle de la frontière entre la RDC et le Burundi via Uvira en présence des autorités burundaises. Cette initiative vise à relancer les activités socio-économiques dans cette zone stratégique et s'inscrit dans le cadre de la restauration progressive de l'autorité de l'État à l'est du pays. Accompagné des ministres Floribert Anzoulouni et Eve Bazaïba, le VPM a également présidé un conseil provincial sécurité élargi avec les gouverneurs du Sud Kivu, Jacques Pouroussi et les responsables des services de défense et de sécurité. Lors de son séjour à Uvira, Chabani Jacquemain a rassuré la population sur la détermination du gouvernement à rétablir l'administration publique, le retour à l'ordre et le renforcement durable de l'autorité de l'État dans cette région. La ville d'Uvira est une ville pilote dans l'initiative de la restauration de l'autorité de l'État. Que pour cette première étape, les choses puissent se passer bien, que la police puisse se redéployer, que les différents services sociaux puissent aussi reprendre, que le gouverneur ait tous ces services à disposition, tout cela au bénéfice de la population. Notons qu'avec cette réouverture, l'Est de la RDC retrouve non seulement sa frontière, mais aussi un nouvel élan vers la stabilité et le développement. Et toujours en politique, le ministre délégué à la Défense en charge des anciens combattants, Eliezer Ntambwe, a effectué ce jeudi une descente à Ndjili, dans l'est de Kinshasa. Au cœur de cette visite, une concession appartenant aux anciens combattants présumés spoliés et actuellement au centre d'un contentieux judiciaire. Sur place, le ministre dit avoir rassuré le respect de la loi. Suivez en image. Le dossier des biens des anciens combattants prend une tournure à Kinshasa. Le ministre délégué à la Défense en charge des anciens combattants, Eliezer Ntambwe, s'est rendu ce jeudi 26 février au quartier 7 de la commune de Ndjili, sur l'avenue Mama Mobutu. En cause, une concession appartenant aux vétérans de l'armée, présumés occupés illégalement. Le nom d'un haut magistrat est cité dans cette affaire déjà pendante devant la justice. Sur place, le ministre dit avoir constaté la présence de plusieurs familles locataires installées sur le site. Face à la presse, Eliezer Ntambwe s'est voulu ferme. Si les faits sont avérés, il serait, selon lui, d'une extrême gravité. Il affirme néanmoins laisser la justice faire son travail tout en rappelant que la force reste à la loi. Nous sommes toujours dans le processus d'identification, récupération, valorisation, sécurisation des biens des anciens combattants. Là, nous sommes en Ndjili. Ce qui nous a beaucoup plus dérangé pour ce terrain que vous voyez derrière nous est que un nom d'un magistrat soit cité dans la spoliation. Si c'est vrai, c'est quand même grave. Mais sinon, on est déterminé à récupérer tout ce qui appartient aux anciens combattants. Et je pense que la force restera à la loi. Vous voyez déjà, il y a un stade, le stade qu'on est en train de construire là-bas. Vous avez vu les infrastructures. On doit donner un cadre parce que ça ne sert à rien d'avoir un bijou, mais à côté des bicotes. On doit avoir un endroit, on doit construire quelque chose digne des anciens combattants. Qui peut être, moi j'ai l'idée qui me passe en tête, c'est d'avoir peut-être un premier mall en Ndjili ici. Si nous avons des partenaires qui peuvent nous construire ça, ça va servir. Une commission ad hoc a été chargée de suivre le dossier de près et lui faire rapport en urgence. Avant de quitter les lieux, le ministre s'est rendu au parquet près du tribunal de paix pour s'enquérir de l'évolution de la procédure, assurant agir sans interférence.
En perspective, le gouvernement envisage avec d'éventuels partenaires la construction d'un centre commercial destiné à valoriser cette concession stratégique voisine d'un stade en chantier. Un dossier sensible, symbole d'un vaste processus de récupération des biens des anciens combattants engagés à travers le pays. Quittons Kinshasa pour la province, direction Lualaba, où l'UDPS a célébré avec ferveur son 44e anniversaire à Kolwezi. La fédération ville s'est mobilisée derrière l'honorable Kaangou Kalenda Gloria pour réaffirmer son soutien indéfectible au chef de l'État à sa mission pour la paix dans l'Est de la RDC. On l'écoute. À l'occasion du 44e anniversaire de la création de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, la fédération de la ville de Kolwezi a manifesté sa vitalité. L'honorable Kaangou Kalenda Gloria, rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Lualaba, a pris la parole pour galvaniser les membres. Dans un discours de haute portée politique et spirituelle, l'élite de la circonscription électorale de Kolwezi-Ville a redéfini la place du parti dans l'histoire de la République démocratique du Congo. UDPS minaitaka ni école politique. UDPS ni académie. Leo UDPS kukichwa ni pouvoir yetu. Haina vile. Kukichwa ni pouvoir yetu. Ile tunasema école inatosha ba grand homme. Kama tunataka kusema histoire ya pays yetu, UDPS iko na histoire ya pays. Amen. Chez atu ya mwanga kadamba. Si pouvoir yetu ni maboko pembe. UDPS vivant. S'exprimant en Swahili pour être plus proche de sa base, l'honorable a d'abord rendu hommage à la maturité du parti. 44 ans, c'est l'âge d'un grand monsieur. Pour lui, l'UDPS dépasse le cadre d'une simple formation politique pour devenir une école de patriotisme. Le point d'orgue de son intervention réside dans la sacralisation de l'action du chef de l'État. En affirmant que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas un mandat mais une mission envoyée par Dieu. L'élite de Kolwezi inscrit la recherche de la paix à l'Est dans une dimension providentielle. Il souligne également l'ADN non violent du parti, rappelant que l'UDPS n'a jamais versé des sangs pour accéder au sommet. On reste toujours en province depuis l'instauration de l'état de siège décrété par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Le quartier Limbabo connaît une transformation. Cet espace autrefois périphérique s'affirme désormais comme un nouveau pôle de développement urbain. Images et commentaires. Ces maisons et macadams sont situées à Bunia, plus précisément au quartier Limbabo. Des maisons vétustes ont carrément laissé place à ces différents immeubles sortis des terres grâce à la stabilité socio-économique dans la ville et surtout la restauration de l'autorité de l'État depuis l'instauration de l'état des sièges par les commandants suprêmes des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des témoignages recueillis dans ces quartiers populaires de la ville de Bunia renseignent que Limbabo n'est plus considéré aujourd'hui comme quartier périphérique. J'ai joué ici au vélo, ça fait plus de 20 ans. Je suis juste content du développement. Nous avons grandi ici à Limbabo. Il n'y avait pas de goudron, même en ville de Bunia. À travers ces goudrons, il n'y a plus la poussière, même pas la boue à Limbabo. Une autre façade qui enjolive davantage ces quartiers de la ville de Bunia est l'asphalte couplé à l'éclairage public. Des innovations qui ont valu des éloges au gouvernement militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, qui a donné à ces quartiers ses lettres de noblesse. Auparavant, il n'y avait pas la lumière. On fermait nos activités un peu tôt. Depuis l'arrivée de la lumière, ça va. Nous disons merci aux autorités. Cette transformation rapide redonne espoir même aux personnes du troisième âge ici à Limbabo. Cependant, en dépit de ces avancées significatives,
certains défis persistent. Les habitants soulignent notamment l'insuffisance de passerelles et autres infrastructures de liaison pour faciliter l'accès au centre-ville. Pour les ponts qui relient Nyakasanza et Limbabo, qu'on nous aide vraiment à la réhabilitation car il y a trop de circulation ici. Pour les ponts Tibassimon, souvent ça déborde d'eau. Nous plaidons vraiment pour sa réhabilitation. Limbabo allonge ainsi la liste des quartiers ayant connu une métamorphose exceptionnelle grâce au leadership du lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, gouvernant militaire et également commandant des opérations à Ituri. Autre chose à présent, le coût de la carte de presse présage déjà pour un nombre de reporters et pichistes un frein à l'exercice du métier, car selon plusieurs chevaliers de la plume et du micro, ce prix est nettement plus onéreux que celui du passeport. Entre incompréhension et appel à la réforme, la profession réclame du réalisme. Démocratique du Congo. Je tiens d'abord à vous féliciter pour cette occasion que vous m'accordez, parce que moi aussi j'ai appris que la carte maintenant c'est à 120 dollars. Je me dis, qu'est-ce qui a changé? Parce que j'ai ma carte, l'ancienne ici, je peux même vous le montrer. La carte ici, je l'ai achetée en 2012. Je l'ai achetée en 2012. C'était à 20 dollars. Maintenant, la question que je me pose, qu'est-ce qui a changé de 2012 en 2026? C'est maintenant à 120 dollars. Qu'est-ce qui a changé? Qu'on nous dise d'abord, qu'est-ce qui a changé? Donc, ma question est de savoir qu'est-ce qu'on a ajouté. Alors, pour maintenant répondre à votre question, on doit tenir compte de la situation, disons, de l'ensemble des journalistes en RDC. Hein. Celui qui est, par exemple, en Gandajika, où est-ce qu'il va trouver les 120 dollars pour acheter la carte? Parce qu'il est aussi journaliste, il doit en avoir. Ou bien on doit faire, les journalistes de Kinshasa, 120 dollars ou 100 dollars, les journalistes des provinces d'autres prix. Non, c'est pas intéressant. Nous sommes obligés d'avoir la carte de l'INPC. C'est pour notre sécurité. C'est notre identité. Mais parce que c'est notre identité, il faut que les décideurs tiennent compte aussi de certaines réalités, notamment sur le plan financier. Ce n'est pas tout le monde qui a beaucoup d'argent. Il y a des médias privés, il y a des indépendants. Nous ne sommes pas au même degré. Alors, quand vous fixez les prix de 120 dollars ou 100 dollars, c'est beaucoup. Vous voyez, le passeport, c'est à 75 dollars. Comment notre carte d'identité doit avoir les prix qui dépassent même le prix de passeport? Ça ne s'explique pas. Je pense que les autorités de l'UNPC que nous avons élus ou désignés pour nous représenter, ils doivent aussi quand même revoir les problèmes de prix. Parce que nous sommes là pour avoir cette carte d'identité. C'est notre identité. Nous sommes d'accord pour en acheter. Parce que moi, je vous ai montré, je l'ai acheté en 2012 à 20 dollars. Mais de 2012 à 2026, je crois en 2014, il y en avait aussi. Parce que moi, depuis lors, je n'ai pas encore acheté. Parce que je n'ai pas trouvé ça intéressant. Mais cette fois-ci, je me suis dit, mais c'est notre identité quand même, nous devons quand même l'acheter. Mais à 120 dollars. Et puis l'actualité à l'international en France, le Parlement a adopté une loi sur le droit à l'aide à mourir, autorisant sous conditions strictes d'âge et des maladies graves à l'auto-administration d'un produit létal, une décision qui continue de diviser l'opinion publique dans un débat éthique et sociétal très sensible. 299 contre 226. L'Assemblée nationale a adopté. La proposition de loi pour l'aide à mourir adoptée par l'Assemblée nationale. Sous les applaudissements, le député à l'origine du texte ne peut cacher son émotion avec un premier mot pour les malades. Aujourd'hui, nous leur disons que nous les avons entendus et qu'ils auront enfin, dans notre pays, le droit de pouvoir partir en paix. Alors si l'aide à mourir devient un droit, quelles sont les conditions? Pour y prétendre, il faudra être majeur
français ou résident stable, être atteint d'une maladie grave et incurable, en phase avancée ou terminale, éprouver des souffrances insupportables et être apte à exprimer sa volonté. Avec le texte adopté ce soir, le malade devra s'injecter lui-même le produit, c'est la règle, sauf s'il est en incapacité physique. Dans ce cas, un soignant pourra s'en charger. Une partie de la gauche poussait pour que le malade puisse avoir le choix entre l'auto-administration ou le soignant. Cela a été rejeté. Les opposants à la loi restent nombreux. Donner la mort, c'est un interdit absolu dans nos sociétés. Et le fait qu'on puisse trouver quelques exceptions ouvre la porte à ce que demain d'autres trouvent d'autres exceptions encore. Cette adoption résonne en tout cas auprès des malades et de leurs proches. Caroline Rézibois a perdu son mari de la maladie de Charcot. Avant sa mort, il était devenu un ardent défenseur du droit à mourir dans la dignité. Il doit être satisfait de là où il est, de voir que les choses suivent leur cours, même si en effet c'est tellement long pour les malades qui attendent. C'est terrible. Le texte va désormais être examiné en avril au Sénat, qu'il avait déjà rejeté en première lecture. Les défenseurs de la loi souhaitent qu'elle puisse être promulguée à l'été. À ce stade, pas certain que ce calendrier soit tenu. Ce journal est terminé, je vous en rappelle le principal titre. À Béni, les forums sur la paix s'est clôturé le mercredi 25 février sous la présidence d'Aimé Boji Sankara face à la menace des ADEF. Le président de l'Assemblée nationale ne veut plus de simples discours, mais des actions concrètes sur terrain. Et puis le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Ntambwe, chargé des anciens combattants, est descendu ce jeudi à Njili, au centre de sa visite, une vaste concession appartenant aux vaillants militaires à la retraite, aujourd'hui menacés par des occupants illégaux. Vous avez totalement compris que c'est la fin de cette édition du journal. Merci de votre fidélité. L'actualité reste continue dans toutes nos plateformes digitales. Au revoir et à plus.